Alors, ce qui est important de voir, la logothérapie existe dans la recherche de Viktor Frankl, ça ne s'appelait pas encore logothérapie, pendant ses études analytiques avec Freud au départ. Et il a pu remarquer que chez Freud, il y avait une certaine réduction de la psyché humaine, puisqu'il insiste uniquement sur la libido. Et lui, vous voyez dans ses rencontres, dans ses échanges, avec les étudiants, etc., que bon, la question de la libido se posait vraiment, il y avait des refoulements libidinales, tout le monde le sait, mais il y avait d'autres questions qui se posaient, et notamment la question du sens de la vie. Ce qu'il posait, c'est intéressant. Freud avait quand même cette ouverture, hein, c'était pas le mec complètement bouché, mais il a développé cette partie-là, et il a eu une forme, ce qu'on appelle, nous, du rejet du père, puisque lui, il a bien décrit qu'est-ce que c'est le rejet du père, et finalement, ce rejet du père, ça finit par être le rejet de la religion, et il a mis la religion comme quelque chose d'existant, mais comme une pathologie. Une forme de sublimation, pathologique positive, mais une forme de sublimation qui fait que, bon, finalement, c'est l'opium du peuple, parce que, bon, le fait de croire, ça peut nous aider à supporter quand même pas mal de choses. Donc ça, c'est toute la théorie freudienne, c'est construite là-dessus. Alors donc, il manquait quelque chose pour Viktor Frankl, et il est parti dans une autre école, qui est l'école donc d'Adler, qui est plutôt organisée au niveau de la réalisation de soi. Hein, le côté de la puissance de la personne, la réalisation de soi, il y a toute une école. Adler a écrit également un livre qui s'appelle Donner un sens à sa vie, mais c'est tout, si tu prends la pyramide de Maslow, tout ça, on est bien dans la philosophie d'Adler. Tout ce que tu prends en termes de développement personnel, par exemple, tous les travaux qui existent au niveau du coaching, de performance, tout ça, c'est tout autour de cette dimension de la réalisation de soi, de la performance, et on a tous les complexes d'infériorité, les complexes de supériorité qui sont organisés au niveau de la pensée adlérienne. Apparemment, il y a eu des accros entre Adler et Viktor Frankl, qui étaient un peu rebelles dans ses études, et il n'est pas resté avec Adler. Si je crois que c'est Adler qui l'a renvoyé carrément, d'après les écrits, parce qu'il venait toujours apporter cette dimension spirituelle. Bon, c'est pas concret, c'est pas scientifique, c'est pas... Bon. Donc il est toujours dans cette quête, etc. Il va également étudier chez Palo Alto, donc il rencontre toute cette richesse avec Maslow, tous ces gens qui sont dans cette réflexion au niveau de la communication interpersonnelle, intrapersonnelle. Il se cherche, et finalement, il crée sa propre école. Donc il décide d'écrire, et puis il est dans cet espace qu'on appelle l'analyse existentielle. Donc, c'est-à-dire, il est toujours dans l'analyse, mais avec une notion d'existentiel. Moi, quand je prends en coaching existentiel, je fais un petit peu du copier-coller par rapport à Viktor Frankl dans sa première démarche. Peut-être que je changerai aussi. Peut-être que j'appellerai léothérapie, pour changer, bon, comme ça. Mais en tout cas, bon, je vois bien cette démarche, si tu veux, d'ajouter, de rester, de ne pas perdre ce qu'on a appris, parce que toutes ces écoles existent, ce qu'on a fait nous ici, c'est-à-dire la confiance en soi, le développement personnel, on en a besoin, le moi, la construction du moi, tout ce qu'on doit faire. Alors, on a Freud, la libido, tout ça, on en a besoin aussi. La communication interpersonnelle, à Palo Alto, on peut aller beaucoup plus loin, bien sûr qu'il y a des écoles extraordinaires, Rogers, Gordon, on peut approfondir toutes ces écoles. Et l'idée, c'est que comme chaque école est quand même assez importante, faire une forme de synthèse de l'ensemble de ces écoles et rajouter un chapeau au-dessus de toutes ces écoles, qui est un palier supplémentaire par rapport à la structure de base. Et comme j'expliquais tout à l'heure à Catherine, c'est que si on veut rester cohérent, la structure qui serait la structure plus intuitive, plus spirituelle, plus inconsciente, elle tient sur une structure de base. C'est la spirale qui sort, elle émerge, mais parce que je suis sur... Sinon, ça peut être l'intuition, ça peut être tout ce qu'on veut, mais ça devient personnel ou religieux, ou on est dans le confessionnel. Mais si on veut rentrer dans quelque chose qui serait un partage universel et en même temps dans le cadre d'une formation clinique, on est obligé de partir des éléments extrêmement concrets. Et après, alors il y a des formations sur l'intuition, par exemple, j'ai vu des formations coaching intuitif.
Mais le seul problème, c'est que ça démarre avec l'intuition et ça termine avec l'intuition. Alors le coaching intuitif, si je ne prends que ça, il va y avoir une certaine difficulté. Alors, on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut partir de l'intuition, de l'idée, et le canaliser ensuite par le cohérent. Donc, par exemple, dans la Kabbale, je vous donnerai quelques éléments de Kabbale, si je prends la partie pas de l'intuition, c'est un peu plus profond que l'intuition, la chorma, si tu veux, c'est pas quelque chose qui est... c'est quelque chose qui vient des sphères supérieures. J'ai une sagesse que je ressens à l'intérieur de moi-même, c'est la chorma, mais pour la faire descendre dans le concret, dans le corps, dans la réalisation, je vais la faire passer par la bina. Cerveau droit, hémisphère droit, hémisphère gauche. L'hémisphère droit, une intuition, et je vais le faire passer par le canal de quelque chose de cohérent, construit. Bina, c'est construire. C'est aussi l'intelligence. Et en ce moment-là, après, je le descends, je l'amène dans la réalité. Mais si je parle de cette intuition et je l'amène directement dans le réel, cette intuition peut être dans tous les domaines possibles, et c'est là où on a des courts-circuits. Parce que ça n'a pas été canalisé en termes de force, d'intuitive, et puis on peut arriver à raconter n'importe quoi. On connaît des gens qui parlent et qui disent des choses très très intéressantes, mais c'est complètement décousu parce que ça n'a pas été reconstruit. Alors ça peut être l'inverse, c'est-à-dire je construis et je monte au grenier, ou alors j'ai une intuition et je la canalise et je la ramène ici. Viktor Frankl, lui, il n'était pas dans cette dimension dont je parle, mais il sentait qu'il y avait quelque chose qui le dépassait. Et donc il était dans cette recherche. La question du sens est une question que tout le monde posait. Et il voyait que les données qu'il avait au niveau de tout ce qu'il a pu apprendre dans le concret, dans le réel, que ce soit chez Palo Alto, que ce soit chez Adler, que ce soit chez Freud, il lui manquait une certaine dimension. Donc, comme il a travaillé l'inconscient, il dit peut-être qu'il y a un autre inconscient. Peut-être qu'il y a une zone de profondeur. Il dit c'est ça la zone de profondeur. Parce que c'est pas la profondeur d'aller à l'intérieur de la cave. Il y a peut-être une profondeur de l'être qui peut nous donner des informations. Et là, il a commencé à faire de l'analyse, ce qu'on appelle l'analyse existentielle, pour toucher un inconscient qui est la quête de sens. Donc, il n'était pas dans le domaine religieux, etc., mais il est parti dans cette idée-là de l'analyse existentielle. Et c'est après ces études, et ces écrits, ces réflexions, qu'il se retrouve dans la Shoah. Et là... Mais ça, il a déjà eu ce parcours avant d'aller... Bien sûr. C'est ça l'intérêt de la Shoah. Il n'a pas eu dans la Shoah. Non, en fait, il a d'abord étudié sa théorie et après il a pratiqué. Après, il a voulu voir si sa théorie... Voilà, il a voulu voir est-ce que sa théorie, elle a tenu du sens. Elle a du sens. Il dit qu'il y a un sens à la vie. Chacun cherche du sens à la vie. Mais bon, quand tu as des petits problèmes, etc., parce qu'il y avait des gens qui voulaient se suicider, des machins, ils travaillaient beaucoup dans ce cadre-là, donc il leur donnait des raisons de vivre. Des raisons de vivre, c'est-à-dire chercher quand même pourquoi vivre, à quoi sert de vivre. Donc il travaillait là-dedans, hein, avec des éléments, avec des valeurs de chacun, les valeurs relationnelles, les valeurs de l'amour, les valeurs de faire quelque chose dans ce monde. Donc il avait toute sa petite théorie de la logothérapie, qui ne s'appelait pas encore logothérapie. Je ne sais pas si, avant la Shoah, il a commencé à utiliser ce mot logos. Je crois qu'il a commencé à l'appeler avant la Shoah, d'après. Ça, c'est quand la structure n'est pas bien construite. On lâche un truc, ça vole d'en haut, et puis ça va dans tous les sens. Je confirme. Ah, oui. Vous avez un bon support, c'est pas une chaise bancale, je mets une bouteille d'eau, ça tient. Et si le support n'est pas bon, l'eau qui devient ce qu'on appelle des au-delà, les au-delà qui viennent ici, ça va dans tous les sens. Merci Eva pour cette confirmation de cette théorie. De cette non-structure. Voilà. C'est bien, vous êtes l'une à côté de l'autre, là ça va faire quelque chose de bien construit entre vous deux. Au niveau de ce que j'ai pu déjà remarquer par rapport à ça. Alors, je crois qu'il a appelé ça logothérapie, parce qu'il s'intéressait beaucoup à la philosophie aussi, hein, parce qu'il a étudié pas mal de philosophes. Souvent, on le met dans le cadre de la philosophie. Il y a un livre qui a été écrit par un psychiatre, qui a travaillé avec moi dans les formations que j'ai fait ici. C'est un mec super,
Un homme qui a fait vraiment beaucoup d'études, il est venu ici, il nous a fait une superbe présentation de ses recherches. Bon, j'ai plus ses recherches, ça fait partie de la formation d'ailleurs qu'on aura. Donc je pense que la logothérapie, il a donc pensé avant ce terme parce que c'est la notion du logos. Alors le logos, a plusieurs signifiants. Donc il dit logothérapie parce que logos c'est la parole, d'accord? Donc l'expression vient aussi par la parole, mais il met le logos dans le sens du sens. Le logos, d'après Aristote, c'est donner du sens, c'est la signifiant, d'accord? C'est l'intelligence aussi. Donc le mot logos a plusieurs sens, et comme le mot sens a plusieurs sens, le mot logothérapie a plusieurs sens. Donc on peut prendre le mot logothérapie un peu comme on veut. Donc j'ai bien aimé dans son livre donner Raison de vivre, qui dit ne me copiez pas, c'est tellement vaste, on est dans l'inconscient spirituel, c'est tellement vaste. À vous de continuer à chercher des outils et des nouvelles interprétations pour que ce que je donne ne soit qu'une base d'une recherche. Il n'a pas terminé sa recherche. Il a été très très loin sur les suicides, sur beaucoup de choses, mais après il s'est lui-même spécialisé et il a créé une logothérapie franklienne. Et il dit que la logothérapie, c'est comme la psychanalyse, limite. On a plusieurs courants de psychanalyse qui se sont mis aussi en place et je pense que ça mérite en tout cas une certaine ouverture. Moi je l'ai suivi comme un bon élève et donc je crée mon école aussi de logothérapie avec ce coaching existentiel. Deuxième chose, comme ça a été développé par les écoles catholiques et que le côté de la souffrance et tout, il y a un côté un peu chrétien de la sublimation de la souffrance, c'est pas du tout la pensée de Viktor Frankl. Et moi j'arrive avec mon petit chapeau et ma kippa et je dis, excusez-moi, mais l'essence de la logothérapie sort de la Shoah quand même. Et ces rapports qu'il a eu avec les gens qui étaient dans la Shoah, il y a quand même, c'est comme la psychanalyse. Donc on a quand même une science aussi qui existe là-dedans, et il y a dans cette tradition quelque chose qui en rapporte. Bon, j'ai apporté des éléments de la tradition hébraïque vis-à-vis de la logothérapie, que lui, si tu dis donner un sens à sa vie, il t'amène des psaumes, il t'amène Hillel Hazaken, je vais vous le lire tout à l'heure. Je dis, attends, c'est bon, il ne connaissait pas tout ça. Donc comment il peut amener des informations de la sagesse hébraïque dans sa théorie et puis toutes les histoires qu'on a eues après avec le rabbi de Lubavitch, etc., tout ce qui vient derrière ça, on voit bien qu'il y a quand même une science, je ne dis pas une science juive, je dirais une science universelle, hébraïque, avec tout ce que le Talmud, tout la Kabbale a pu étudier. Je ne sais pas s'il a étudié la Kabbale, mais en tout cas c'est sûr qu'il a été en relation avec ces sages. Et vous allez voir quand je vais lire ces textes, on est dans un cadre de la Shoah. Et c'est là que, dans ce cadre de la Shoah, il se dit, attends, si cela est vrai, si ma théorie est vraie, est-ce qu'elle est encore vraie ici? Dans le non-sens absolu, est-ce possible encore de dire que l'être est en quête de sens? Est-ce possible encore de dire qu'il y a un sens à la vie? C'est quoi ce sens à la vie quand tu arrives? J'ai l'impression qu'il y a quand même une distinction entre un sens à la vie, au sens général du terme, et un sens à sa vie. Alors c'est sûr. D'ailleurs, Viktor Frankl, pour aller dans ton sens, Viktor Frankl dit « Je ne parle pas du sens de la vie ». Je ne parle pas du sens de la vie. Non, c'est du sens à découvrir un sens à sa vie. À sa vie. Voilà. Pourquoi? Parce que chacun va construire le sens de sa vie. Alors, maintenant, la tradition propose un arrière-fond. C'est la tradition hébraïque, je dirais, avec un sens de la vie. Pourquoi la création? Quand je dis pourquoi la création, c'est pas Viktor Frankl, ça c'est autre chose, c'est derrière. D'accord? Mais ici, c'est le sens de sa vie. D'accord? Mais dans le sens de sa vie, avec la dimension spirituelle. C'est-à-dire que c'est pas le gars qui va dire le sens de ma vie, c'est de m'empiffrer de bijoux et de machin, et de gagner, de manger le monde, où on va avoir une certaine difficulté. On va avoir une recherche à faire. Parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence, une congruence entre le sens de ma vie et quelque part le sens de la vie.